On s'engouffre dans cette ruelle et on tombe sur une dizaine d'enfants, puis une vingtaine, puis une cinquantaine d'enfants. Et on tombe sur un petit garçon qui doit avoir 8 ans, puis un autre de 4 ans qui doit dormir sur lui devant une gargote le soir. Et là, il me demande pas d'argent. Il nous dit, de toute façon, on est des misérables. Salut Romain, bienvenue. Merci. Romain Lagache, avec ta femme, tu as fondé l'association 2400 Sourires. Et 2400 Sourires, c'est de la solidarité à Madagascar. Et aujourd'hui, tu vis là-bas, oui, avec toute ta famille. Et on profite là, pour le coup, d'une de tes visites en France pour réaliser cette émission. Madagascar, pour ceux qui ne l'ont pas, c'est situé sur la côte sud-est de l'Afrique. Exactement. Voilà. Et Madagascar, quand même, c'est la superficie de la France. Donc même taille que la France, grosso modo. Un peu plus grand. Un peu plus même, voilà, oui. Très bien. Et on va casser les idées reçues. Et c'est 30 millions d'habitants. Voilà. C'est ça. Donc déjà pour situer Madagascar, c'est une île que tu connais bien, puisque tu as vécu à Madagascar de tes 12 ans à tes 20 ans. Exactement. C'est juste, super. Et aujourd'hui, donc 2400 Sourires, l'association que tu portes à Madagascar, c'est un centre en construction. On va voir tout à l'heure des images, c'est vraiment impressionnant le travail qui est fait par l'équipe, par toi, ta famille. Donc un centre pour accueillir des enfants de la rue qui est en construction. Et c'est aussi toute une série d'actions de distribution alimentaire dans la rue, en prison, etc. Enfin voilà, la liste est longue et ça va être le sujet de notre émission. Et 2400 Sourires, pour finir cette présentation finalement très rapide, c'est aussi c'est le nom de l'association, mais c'est un nom qui a beaucoup de sens. Puisque ça fait référence aux 2400 enfants des rues contre la capitale malgache. Donc ça, c'était un rapport de l'UNICEF. En 2018. En 2018. Donc j'ose pas demander si ce chiffre... 24 000 aujourd'hui. 24 000 aujourd'hui. Fois 10 en 5 ans. Ok. Je suis choqué. C'est choquant. Ok. Donc ça, c'est les enfants. On ne parle pas des gens dans la rue, on parle des enfants. Seulement sur la capitale. Ok. Bref, donc pour tous ceux qui, comme moi, je pense, qui regardent cette émission et qui ont mal au cœur, lorsque déjà tu vois une personne dans la rue, quand tu vois un enfant, c'est terrible. Et justement, toute cette aventure de solidarité, alors chez toi, c'est complexe, hein, on va vraiment découvrir ton histoire et l'association que tu portes. Et encore une fois, ça va nous booster, ça va... Enfin moi, en préparant cette émission, déjà, je me dis, j'ai envie de plus de solidarité dans ma petite vie et à la bonne heure. Mais toi... Tout démarre, enfin, il y a un truc quand même très très fort qui se passe lorsque tu es en visite à Madagascar avec ta famille. Oui, c'est ça. Et du coup, tu es sur place, tu vas visiter tes parents qui, eux, habitaient à ce moment-là à Madagascar. C'est ça. On est en quelle année là? On est en 2019. Juste un peu avant le Covid. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais, et du coup, c'est là qu'il se passe un gros déclic et tu te dis, ok, je vais changer de vie et je vais mettre la solidarité et les enfants de Madagascar au cœur de mon existence. C'est ça. En fait, tu l'as dit, mes parents sont missionnaires depuis 1999 à Madagascar. Ils le sont toujours aujourd'hui, plus de 25 ans après. Et je connais bien Madagascar parce que j'ai suivi mes parents dans leur œuvre missionnaire au plus près de la population, c'est-à-dire en brousse, toujours au plus près des plus pauvres. Aller rejoindre, ce mot est très important parce que ce mot rejoindre, là, nous suit et nous poursuit dans tout ce que l'on fait parce que c'est toujours ce que l'on essaye de faire dans tous les projets ou prises en charge. Rejoindre les gens, si je ressors un peu l'éducation religieuse que j'ai eue, c'est pareil que le Christ qui a essayé de rejoindre les gens pour là où ils étaient dans leur contexte de vie, pour leur apporter du repos à l'âme ou au corps ou à l'esprit selon la situation. Alors nous, notre vie, elle bascule alors qu'on était bien installés, on avait notre maison, nos 2 premiers enfants. Tu vis en France En France, tout à fait. Près de Montbéliard, c'est ça? C'est ça, voilà. Ouais. Moi, j'ai été rentré de Madagascar pour faire mes études supérieures. Et puis, comme beaucoup, après, on construit notre vie ici, quoi. Ouais. Et là, on a l'opportunité de partir 4 semaines à Madagascar, voir où est-ce que mes parents habitent. Et l'idée, c'était surtout d'amener nos 2 petits pour voir où est-ce que papy et mamie habitent et puis qu'est-ce qu'ils font. Ils n'avaient pas encore vu pas à Madagascar. Ils avaient vu papy et mamie, mais pas à Madagascar. Donc on y va. On fait déjà 2 semaines. Alors je fais du télétravail là-bas pendant les 2 premières semaines. Et connexion Internet, ça marche? Ça marchait. Voilà, ça va. Et les 2 semaines qui suivaient, ça devait être des vacances.
Et au bout des 2 premières semaines, un soir, on décide d'aller, faire un temps en amoureux. On en profite, on veut faire un restaurant ensemble. Donc on sort la nuit dans Tana, la capitale. Et là, je dis à Séverine en sortant de la voiture, «Attends, je voudrais te montrer, comment c'est les rues de la capitale malgache la nuit, avant d'aller au restaurant». Et là, on s'engouffre en fait dans cette vie que je connais parce que même la nuit à Tana, j'avais évolué, donc je l'amène. Et Tu es en voiture à ce moment-là? non, non, on est à pied. Vous êtes à pied? Ouais, ouais, j'avais pas peur parce qu'à l'époque, je connaissais la ville souvent, pour donner un exemple, j'ai fait, du caté là-bas, le soir et pour rentrer chez moi, c'était la nuit et je devais courir à pied, dans les rues un petit peu complexes de Tana pour essayer de choper un taxi B et de rentrer la nuit. Donc je connais bien Tana, j'ai pas toujours eu le luxe, d'avoir une voiture, qui m'amenait partout. Quand j'étais jeune, je devais me débrouiller, je prenais le taxi B comme tout le monde à Madagascar. Quand je dis que je connais bien le pays, c'est que j'ai vécu comme les Malgaches, avec les moyens, que l'on avait à l'époque. Et puis, ben, on s'engouffre dans cette ruelle et on tombe sur, une dizaine d'enfants, puis une vingtaine, puis une cinquantaine d'enfants qui vivent par terre sur des bouts de carton qui sont collés. Et c'est pas une rue principale, c'est une rue annexe, dans ces petites ruelles que l'on voit pas, en fait, que l'on ne percute pas parce qu'en fait, comme on se déplace toujours en voiture dans ces villes, ou en taxi B, ben, en fait, on est toujours sur les axes principaux, mais on ne voit pas les ruelles qui sont juste derrière et qui sont en fait qui regorgent de bidonvilles et puis au final, bah, d'enfants. Et on discute avec eux, ça fait un attroupement, donc il y a de plus en plus d'enfants qui viennent. Et en fait, il y a un moment donné, Séverine me dit: «Mais il faut faire quelque chose, il faut faire quelque chose». Et je lui dis: «Mais on peut rien faire là». Et on tombe sur un petit garçon qui doit avoir 8 ans, puis il y a un autre de 4 ans qui doit dormir sur lui devant une gargote le soir. Et puis moi je lui dis: «Où sont tes parents?» Il me dit: «J'ai pas de parents». Je lui dis: «Où est ta maison?» Il me dit: «Ma maison, c'est ici». Et là, il me demande pas d'argent, il ne fait pas la mendicité comme la grande partie des enfants des rues. Il nous dit: «De toute façon, on est des misérables». Et en fait, quand il nous dit ça, Séverine explose en pleurs, c'est terrible. Le contexte est terrible, le petit bébé dort sur lui, ils sont devant une gargote pour mendier à manger, mais il n'y a pas à manger. Et Séverine me dit: on leur achète à manger, on leur achète à manger, mais ils sont 50 autour de nous. Et je lui dis: on fait pas ça, sinon ça va faire une émeute. Et ça aurait vraiment fait une émeute. Travaillant avec les enfants des rues, je ne peux que le confirmer. Euh, et du coup, je lui dis, avec un spectre intéressant, mes parents, en 25 ans de mission, ont reçu entre 400 et 600 bénévoles. Et sur ce nombre-là, il n'y en a que 2 qui sont revenus, alors que presque tous ont dit qu'ils reviendraient un jour. Et moi, j'ai ce spectre-là quand elle me dit ça. Et je me dis, mais moi... c'est ton émotion à toi, quoi, là, qui te fait dire ça, quoi. Ouais, je me dis, mais là, si on n'essaie pas, nous, de changer de vie, ça ne changera jamais. On sera comme tout le monde. On va remettre un pied en France et puis tout ça, ce sera qu'un souvenir émotionnel, mais on n'aura pas changé de vie et on ne les aidera pas. Et en même temps, à ce moment-là, ça c'est notre parcours de foi, on entend vraiment Dieu, donc tous les deux, qui nous dit: c'est eux votre appel. Et là, c'est sans équivoque. Ouais. Et il y a des fois dans la vie où quand on cherche qu'est-ce que Dieu veut pour nous, on prie, on demande, on cherche. Et il y a un moment donné, des fois, Dieu répond et c'est là, c'est à saisir, c'est maintenant, tout de suite. Et c'est comme si on sentait qu'en fait, on devait prendre une décision dans cette soirée-là. Il n'y avait pas beaucoup plus de temps. Drôle de soirée romantique, Ouais, là. bah, du coup, on est quand même allé au restaurant. On n'a pas vraiment eu envie de manger parce que Séverine, elle pleurait. Et puis moi, j'étais en train de me dire, mais notre vie bascule ce soir-là. Et en fait, on a pris l'engagement d'essayer de changer de vie ce soir-là. Et ce qui est dingue, c'est qu'en ayant dit oui, et c'est tout là l'intérêt des choses qui viennent de Dieu, c'est que tu sens que Dieu il te dit, tu as 2 heures pour choisir mon coco, mais derrière, il y a vraiment une répercussion. Dès le lendemain, on a invité pour aller voir un ancien ministre qui a ouvert un village d'adultes pour sortir les adultes de la rue. Puis ensuite, dans la foulée, on a invité chez une autre personne qui a fait un village d'enfants. Puis ensuite, on a invité chez une autre personne qui a fait une école d'accueil de jour pour enfants. Puis ensuite, ainsi de Hasard suite. du calendrier, entre guillemets, quoi. Pour finir, Ok, c'est fou. avec le président de la République malgache, dans une soirée où on a été invité en dernière minute, où on a fait des contacts extraordinaires qui nous ont aidés 1 an et demi après à nous installer. Et ces gens, nous sommes devenus
extrêmement amis avec eux aujourd'hui. Ils nous soutiennent particulièrement d'une manière importante voilà, aujourd'hui dans le travail. Et ça, c'est les plans de Dieu. Il fallait ce soir-là que l'on saisisse les prières que l'on faisait depuis 5 ans. On priait depuis 5 ans, on priait, on jeûnait toutes les semaines en disant Dieu, mais qu'est-ce que tu veux pour nous? Alors, il y avait Et la réponse, il fallait la saisir, quoi. c'était ça. Waouh. Donc voilà, c'était dans notre marche de vie, Mm. ce moment-là, Ouais. et ça nous a basculé dans une autre vie. Je t'avoue que ton histoire, elle m'a un peu hanté. Tu sais, je pense que ça fait 10 jours qu'on s'est vu, hein, on a fait une visio ensemble, on a préparé un petit peu cet échange pour que tu m'expliques ton parcours. Hein, on se connaît, on s'est croisés il y a 5 ans vite fait, mais on se connaît pas bien. Donc, bien sûr, tu m'as raconté cette histoire. Je me suis dit, Ouf. Et moi j'ai des enfants, Oui, 9 et 6 oui, aujourd'hui. Donc je vois ce petit enfant, je vois son petit frère posé sur lui en train de dormir. oui, Franchement, et quand à un instant tu commences à te projeter que c'est pas une photo dans un livre, mais que c'est des enfants, oui, que ça pourrait être tes enfants, enfin que c'est des enfants comme tes enfants. Moi j'étais là, j'étais en mode mais c'est affreux en fait. oui. Enfin, tu dois te sentir tellement impuissant. Il y a des soirées où je suis plutôt quelqu'un d'un caractère assez fort, j'ai fait du sport à haut niveau, mais il y a des soirées, comme on est tous les mercredis soirs avec les enfants des rues, il y a des soirées où il y a parfois une image d'un enfant. Par exemple, la dernière que j'ai en tête, c'est une petite fille dans notre programme nutrition qui s'est assise sur le pneu de la voiture, adossée au pneu de la voiture par terre. Et quand je l'ai vue, j'ai tourné le regard, mon regard s'est posé sur elle, et dans ma tête, ça fait ce n'est pas normal ce que je suis en train de voir. Et je suis retourné à la maison tout de même perturbé. Ça fait quand même 4 ans qu'on travaille avec eux, on les aime, on est tout le temps avec eux. Mais il y a encore des moments où on vit des choses qui nous perturbent au plus profond de nous. Et ça ne se range pas dans un dossier en disant on va s'y habituer. Il y a des fois, ça ne passe pas. C'est toujours terrible. Ouais. Le côté changement de vie, du coup, parce que je pense que moi, je comprends le truc terrible parce que rien que je marche dans la rue, à Paris particulièrement, mais dans d'autres grandes villes aussi, à chaque fois, j'ai le cœur qui, quand je vois et en même temps, tu te sens très impuissant quand tu vois la détresse de ces personnes dans la rue, etc. Là, c'est des enfants, au secours. Mm. Mais effectivement, comme tu l'as dit tout à l'heure, et moi le premier, je change pas de vie pour autant, quoi. Mm. Je reste dans l'impuissance. Oui. Et donc, vous décidez de changer de vie. Oui. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment ça se passe? Donc, il y a ces rencontres un peu clés qui, d'un seul coup, arrivent derrière, qui permettent que peut-être ce projet puisse avoir lieu. Oui. Vous allez peut-être pouvoir construire, vous aussi, des établissements pour accueillir des enfants. C'est ce qui est en cours. On va voir des photos tout à l'heure. C'est assez impressionnant, tout le travail qui est mené. Mais rien que quand tu rentres chez tes parents, tu dis, bon, en fait, nous, on va changer de vie maintenant. Qu'est-ce qu'ils disent? Ouais, en fait, ce qui est bien, et c'est là que j'aimerais encourager les gens qui vont écouter cette émission, c'est que ma femme est plutôt quelqu'un de réservé, pas forcément aventurière, vas-y, je pars comme ça. Mais en fait, là où on voit vraiment Dieu intervenir sur nous, c'est que dès qu'on rentre en France, c'est elle qui fait les cartons de la maison en disant il faut qu'on le fasse. Ah oui, d'accord. Et là, ça m'a surpris. Et d'un côté, c'était super parce que, et aujourd'hui, on le pèse combien plus, il fallait qu'on ait un appel tous les deux. C'est un pays qui est très exigeant. L'aventure est belle, mais le quotidien est sérieux. Et heureusement qu'on a eu cet appel tous les deux, parce qu'il faut tenir. Et quand il y en a un qui va pas bien, on se raccroche quand même aux promesses. Et à ce moment-là, à cette soirée où Dieu nous a interpellés. Donc après, on est rentré, on a mis la maison en carton et on a commencé à créer l'association et le Covid est arrivé. On ne s'est pas démonté. Pendant 1 an et demi, on a fait des partenaires, essayé d'obtenir des fonds, etc. Puis on y est arrivé par des miracles, parce qu'en plein Covid, c'était très compliqué. 2 fois, j'obtiens des grosses subventions. 2 fois, elles nous sont retirées, on retombe à zéro, parce que les gens, avec le Covid, se retirent. Et je me dis, bon, Seigneur, ça commence à devenir compliqué. Qu'est-ce que c'est cette affaire que tu m'as mis entre les doigts? Et voilà. Et puis, à un moment donné, pareil, pour sortir à nouveau de cette zone de confort, il faut bien comprendre ce que je vais raconter. Souvent, en tant que chrétien, on se dit on va le faire par la foi, par la foi, par la foi, mais en fait, on a perdu la notion de qu'est-ce que c'est la foi. Et la foi, c'est sauter dans le vide, c'est laisser la part de Dieu à Dieu, et nous, de faire juste l'amorce.
Donc je dis à Séverine: «Écoute, je prends la voiture et je vais démissionner». Donc je pars de Montbéliard et je viens à Strasbourg pour démissionner de mon emploi, puisque le siège était à Strasbourg. Et je regarde Sève et je lui dis: «Bah, j'espère que je suis pas en train de faire une bêtise parce qu'on a quand même 2 enfants, on a voilà, une maison à payer et ce soir, j'ai plus d'emploi». Et donc je monte au travail, j'ai la direction qui m'attend, je suis reçu et j'ose pas leur dire verbalement les choses parce que j'ai pas envie de les blesser, parce qu'on s'entend très bien et puis là, il me tue. Il me dit: «Écoute Romain, on est très content du travail que tu fais, c'est exceptionnel, voilà, on a confiance en toi, tous les retours sont bons, on peut que t'encourager à faire ce que tu fais». Et là, j'entends dans ma tête: «Oh là là, ne te laisse pas séduire par ce qu'il te dit là, c'est 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 pas malin, c'est pas Ouais. maladroit de sa Ah ouais, au part». contraire, c'est même super bienveillant. Voilà. Et Mais là, c'était pas le moment, quoi. non, mais Ouais. non, non, parce que ça peut te faire douter en disant: Ouais. «Bah». Et là, je me dis: «Non». Alors il faut que je lui dis: «Attends, excuse-moi, il faut que je te dise quelque chose». Et ce gars, il a créé une assos qui est extraordinaire, et à deux, en commençant à deux, en faisant des trucs dans la piscine de leurs parents parce qu'ils n'avaient pas euh, de structure qui voulait les accueillir. Et aujourd'hui, ils ont plus de 1200 employés dans 6 pays. Extraordinaire, histoire extraordinaire. Et je lui dis, quand toi et ton ami, vous avez décidé de créer cette structure, vous l'avez fait parce qu'il savait que vous deviez le faire. Vous saviez, vous étiez convaincus. Moi et Séverine, on est convaincus que ce qu'on doit faire avec ses enfants, c'est ça. Et du coup, à ce moment-là, il se repousse de son bureau, je pense bouleversé de ce que je lui dis, parce que certainement Dieu est dans la place. Et c'est presque qu'il m'engueule. Il me dit: «Romain, on n'a jamais lâché personne. On n'a jamais lâché personne. Et d'ailleurs, pour te montrer qu'on va pas te lâcher, on va te donner 100 000 euros». C'est pas possible. Alors la petite histoire fait que on n'a jamais pu avoir ces sous, mais c'était extraordinaire. C'était extraordinaire. C'était un miracle de Dieu, c'était comme une validation de tout ce qu'on devait faire. Et je suis rentré sur la route, Séverine me dit: «Alors et alors?» Je lui dis: «Attends, je te raconte à la maison ce qui vient de se passer parce que là, j'ai pas de mots». Et ils ont pas pu nous soutenir avec ça parce qu'ils avaient une dotation et la dotation, les financeurs ne voulaient pas que ce soit dépensé à l'étranger, mais ils nous ont soutenus d'une autre manière tout aussi importante. Et surtout, on a un lien de fidélité entre nous qui est extraordinaire. Alors, raconter ces histoires, c'est toujours chouette parce que c'est hyper stimulant, mais il faut le vivre. J'ai sauté dans le vide avec 2 enfants en bas âge, une maison à payer, aller démissionner, regarder ma femme et dire: «Ce soir, j'ai plus d'emploi». Et j'ai été tout autant émerveillé de vivre ce moment que Séverine. Mais il fallait prendre ce pari de sauter dans le vide et de se dire: «C'est pour toi, Dieu, qu'on le fait et on y va». Ouais. Et du coup, s'ensuit effectivement toute une péripétie, hein. Tu m'as dit en 2 secondes, ouais, finalement, pendant le Covid, on pouvait pas y aller à Oui, Madagascar, mais on finit par prendre un avion avec le président oui, malgache. C'est le truc trop rigolo. oui, On pourrait raconter l'histoire, peut-être si on a le temps, on fera. Et alors, ce qui est quand même intéressant, c'est que c'est pas juste l'aventure des parents, même si donc on a compris avec ta femme, vous avez la conviction. oui, Et franchement, force et courage et respect, vous y allez. Voilà. oui, on y va. Voilà, vous y allez. Mais les enfants, eux, ils suivent. Ils suivent la Oui, conviction des parents. oui, Forcément, hein, c'est le principe. oui, Mais c'est aussi un défi pour eux. oui, tout à fait. Parce qu'ils quittent leurs copains là à Montbéliard. C'est ça, Mais c'est pas juste pour déménager la ville à côté, quoi. c'est C'est ça, changement d'univers, quoi. c'est ça. Et en plus, on ne part pas avec 2, mais avec 3 enfants, puisqu'il y a le 3e qui est arrivé entre-temps. Heu, le challenge des enfants, c'est des enfants, ce qu'on appelle, 3e culture, c'est-à-dire qu'ils vont être bercés dans différentes cultures et là, va devoir se réinventer leur vie avec, pour le plus grand surtout, qui a connu en France, un peu cet élan de liberté. Il était dans la rue, il faisait du vélo, on regardait pas ce qu'il faisait avec les copains. Là-bas, malheureusement, c'est plus le cas. En tout cas, sur la capitale, il y a beaucoup d'insécurité. Un petit enfant, étranger, on peut pas le laisser dans la rue, ça reste compliqué. Si on était dans d'autres villes en brousse, ce serait différent, mais Tana, a son Donc la lot, capitale, quoi. voilà, Ouais. a son lot malheureusement de contraintes. Et nous, on n'a pas décidé de vivre en résidence sécurisée comme une grande partie des expatriés qui vivent ensemble hein, dans un milieu fermé, puis un petit peu coupé de la réalité du pays. Donc là, les enfants jouent ensemble dans la rue parce que c'est tous des enfants d'expatriés. Je juge pas ça parce que je peux le comprendre.
Bah oui. certaines choses. Oui, des questions de sécurité pour tes gamins. Ouais, sécurité ou d'équilibre, parce que c'est voilà. Et c'est vrai que des fois ça manque. Et des fois on se sent seul parce que quand nos enfants ont des difficultés scolaires, ce qui est le cas, on a un problème d'apprentissage lié à des problèmes de vision de nos enfants, ben on est tout seul, on se sent tout seul et dépourvu. Ici en France, on a beaucoup d'aide et bien là, il faut se réinventer, il faut faire confiance à Dieu mais ça nous travaille en tant que parents parce qu'il faut pas. J'ai été interviewé par une mission allemande il y a pas longtemps et ils m'ont demandé quel est le plus grand conseil que tu donnerais à des missionnaires ou à des gens qui veulent servir Dieu. Ben, je leur dis à ne jamais mettre le travail avant la mission parce qu'on peut vite être dans un aspirateur qui va tout détruire. Parce qu'on est convaincu de ce qu'on fait et on va perdre le plus important, c'est-à-dire notre famille. Souvent, on se met par des fausses croyances chrétiennes, hein, des choses trop exigeantes pour notre propre vécu que Dieu ne demande même pas. En fait, il y a des moments où il faut juste dire stop, pause, on réinvente les choses, on fait différemment. C'est très important pour l'équilibre et durer. Ouais. Ça fait penser à beaucoup de discussions qu'on peut avoir aussi en entreprise Oui, ou des gens qui ont des postes qui sont assez exigeants ou enfin là, font du burn-out oui, parce qu'ils sont trop engagés, parce qu'ils sont trop oui, passionnés de leur projet et ils finissent par y donner trop et à se perdre eux-mêmes. oui. Finalement, il peut y avoir ce même danger si je t'entends sur Ben, ce genre d'action. moi, j'ai toujours eu un attrait pour les histoires de réveil dans le monde, de réveil chrétien. Donc j'ai beaucoup lu de livres et au final, ce que je m'aperçois, c'est que beaucoup de réveils se sont arrêtés par épuisement de l'équipe Hmm. qui avait l'appel pour ça. Alors il faut lire tout ça, il ne faut pas oublier le passé. Et en même temps, un des grands dangers, c'est les attentes des autres qui comptent tout le temps sur toi. Nous, on nous demande tout le temps quand est-ce que vous recevez les premiers enfants, quand est-ce que vous ouvrez le village. On construit dans une zone, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau. J'ai 40 minutes de piste. Amener du carrelage sur site, c'est déjà une contrainte de dingue et les gens nous demandent tout le temps vous ouvrez quand. J'ai envie de leur dire, les amis, stop. Sauf que des fois, bah voilà, t'as un gars qui te donne de l'argent et en gros, il a une attente. Et en fait, moi, j'ai appris à complètement temporiser ces choses-là. Ça m'atteint plus. Il faut vraiment faire attention parce qu'on peut vite s'y perdre en se mettant des fois de la pression. Puis en même temps, les gens, ils doivent comprendre. Puis s'ils veulent pas comprendre, bah c'est pas grave. Tant pis. Comme on dit en malgache, vélo bateau. Au revoir tout le monde, quoi. Et quelqu'un d'autre qui comprendra les choses. Voilà. Là, on a une grosse fondation. On a 4 ans de retard sur le projet. Et je viens de terminer et je leur ai filmé ce qu'on a fait et je leur ai dit une vidéo vaut tous les discours du monde et ils m'ont répondu un message. En effet, une vidéo vaut tous les messages du monde. Bravo. Et ils ont compris. Et le travail qu'on a fait, c'est la cantine, très qualitatif. On a eu plein de difficultés parce qu'il y a eu des difficultés de construction, de routes coupées, d'inondations, de cyclones. Et voilà. Mais on y est arrivé. Et puis c'est qualitatif, c'est durable, c'est parti pour 40, 50 ans. Et voilà. Donc il faut temporiser les choses pour pas se noyer. Toujours garder ce qui est juste. Voilà, pas perdre de vue. C'est quoi la priorité? Ouais. La priorité, c'est ton équilibre. Parce que si toi, tu vas pas bien, comment tu peux dire à des enfants dans la rue qu'il faut qu'ils respectent leurs parents parce que ton enfant, toi, te respecte pas parce que t'es pas à la maison. C'est pas juste ça. Hmm. Donc, Ouais, toujours veiller sur soi aussi, quoi, pas se perdre dans l'action. oui, Ok. Oui, puis j'imagine que là, on peut. Enfin, quand on repense à cette histoire de cet enfant qui vous appelle finalement aussi, ben, on peut comprendre qu'on peut se perdre facilement dans l'aide qu'on peut apporter. exactement. Ouais. Là, tu es de passage en France. Exact. Ça te fait quoi d'être ici? Ça fait beaucoup de bien de revenir Ok. dans notre pays. On aime la France. On se dit que les gens ne voient pas la chance qu'ils ont souvent d'être ici, de profiter de toute cette paix. La première chose que l'on a fait quand on est arrivé à Paris, on est allé se poser à la maison de la mission à Paris pour y dormir une nuit. Et on est allé au jardin du Luxembourg, on s'est assis sur un banc, on a regardé les arbres. Madagascar, il n'y a aucun parc. Il n'y a plus d'arbres parce qu'il y a une déforestation majeure. Et juste être là, un immense jardin, des jets d'eau, des oiseaux, c'était juste ce qu'il nous fallait. Et on a 3 enfants, nos 3 enfants font la même chose.
Ouais. C'est rigolo que tu dises ça. J'ai fait une interview il y a peu de temps avec une ancienne championne du monde de boxe, Oui. quintuple championne du monde de boxe. Waouh. Et elle disait, donc aujourd'hui, c'était il y a 20 ans, maintenant elle est coach de dirigeant d'entreprise. Et elle disait, donc pas chrétien, mais quand même une belle clé, je pense que tu cites aussi. Elle disait, dans la performance, il y a le repos. Oui. Il y a le temps de repos. Oui. Moi, ça m'a fait penser au Shabbat, un petit peu, à ce temps de repos et ce dimanche de repos qui finalement fait partie de l'équilibre et de la réussite d'une certaine manière quand tu veux essayer de bâtir quelque chose avec tes deux mains. Oui, tout à fait. Ouais. Donc, c'était très intéressant qu'elle le formule beaucoup mieux que moi et que toi, tu appuies là-dessus aussi. Tu disais, donc là, on a un peu vu comment tout le processus, comment tu as été chamboulé, comment tu es arrivé à Madagascar. Tu m'as dit, quand on a préparé cette émission ensemble, qu'il ne s'agissait pas juste de faire un projet de solidarité, mais il s'agissait de bien calibrer son projet. Oui. Il s'agissait d'avoir un projet. Et finalement, il y a une notion assez professionnelle là-dedans, quoi. Je vais bien réfléchir aux besoins, à la cible, à comment répondre à ce besoin de manière efficace et pas faire un peu du tout n'importe quoi qui finit par aider personne, quoi. J'ai été élevé par mes parents d'une manière extraordinaire. Je les honore de leur témoignage de vie, à toujours vouloir faire des choses dignes pour les pauvres. Et mes parents ont énormément travaillé, ils travaillent encore énormément aujourd'hui pour faire des choses durables. Ça ne sert à rien de faire des programmes en fait qui sont pas durables. Et en fait, on peut tellement vite tomber dans ce piège-là qu'il faut vraiment... Des fois, on perd trop de temps et ça épuise les équipes. Alors, le programme, c'est de construire quelque chose de durable. Et la question de fond, c'est comment on fait pour sortir durablement un enfant de la rue. Parce que c'est ça, notre public, notre objectif, c'est les enfants des rues. C'est les amener dans une autre vie que celle de la rue. Donc, comment on fait pour sortir un enfant de la rue, que ce soit physiquement et également mentalement? Parce que la rue laisse des empreintes très fortes dans le corps, l'âme et l'esprit. Donc, on a décidé que l'outil de travail, ce serait un village d'enfants. Alors, quand je dis on a décidé, on a pris des conseils partout, on ne fait pas des choses sans être posé. Et donc, l'outil de travail, c'est un village d'enfants. Pourquoi? Parce que on va essayer de répondre à la souffrance d'un seul public, c'est les petits de 0 à 6 ans. Je vais être très clair là-dessus. Un village d'enfants ne peut pas répondre à toute la souffrance de tous les enfants des rues, parce qu'il faut adapter la prise en charge au public cible. Nous, on va cibler les 0-6 ans en primo-arrivants, c'est-à-dire les enfants de 0 à 6 ans, c'est eux qui peuvent arriver dans le village et après on les garde jusqu'à leurs 20 ans, entrer dans la vie professionnelle, formation professionnelle, études universitaires, etc. Les enfants, par exemple, de 10 à 16 ans, il faut qu'ils intègrent un lycée professionnel tout de suite, c'est-à-dire une formation professionnelle. Ils ne pourront jamais retourner sur les bancs de l'école. Ils sont trop cassés. Ils ont trop eu l'habitude de travailler, même tout petit, garer les véhicules, nettoyer les voitures, avoir de l'argent dans la main. Et leur redire stop, tu n'auras plus d'argent, tu vas retourner dans une école, c'est une philosophie peut-être européenne, mais qui n'est pas du tout celle de Terra. Donc en fait, il faut adapter la prise en charge. Donc nous, on a dit on va cibler sur les 0-6 ans et donc construire une école. Donc on a commencé la construction il y a 3 semaines. Et ça représente 20 bâtiments, 20 salles de classe, chacune 50 mètres carrés. C'était un gros chantier qui va nous permettre en fait d'emmener les enfants à acquérir une formation, un niveau, le bac, puis après une formation professionnelle ou pour ceux qui souhaiteront une formation universitaire. École, études supérieures, égale un métier, égale de la dignité, plus de vie dans la rue. Ouais. On peut peut-être regarder, afficher quelques photos, parce que sincèrement, alors tu sais, c'est toujours le regard de l'Européen. Moi, je me sens même stupide en fait, même regard de l'Européen sur tout ça, où tu sais pas trop à quoi t'attendre. Quand tu vas, tu te dis ah ouais, tu t'attends à des petites cabanes, machin. Et en fait, là, je te fais passer ça, mais tu vas reconnaître les bâtiments. Hein, c'est tes propres bâtiments, je pense, que tu as construits. Ah ouais, dis donc, c'est bien ça. Ouais, c'est ça. Le mec qui a fait ça est bien. C'est ça. Donc là, on voit un premier bâtiment, la cantine. Ouais. C'est ça, la cantine. C'est celui qui nous a demandé le plus de challenge aujourd'hui parce qu'il a une architecture sympa. Par exemple, le petit arrondi que vous voyez en bas blanc où il y a plein de vitres, on a collé 600 vitres à la main, c'était un travail de titan. C'est en fait un amphithéâtre où le soir on vient lire des histoires aux enfants parce qu'on veut qu'il y ait vraiment un esprit de famille dans tout ce qu'on fait.
Donc là, dans la cantine, le soir, on pose les plateaux, on descend là, on a des bénévoles qui sont là, qui font des pièces de théâtre, qui lisent des livres. Mais ça, c'est déjà le cas ou ça sera le cas? C'est ça? En fait, là, on vit déjà ça, pas au village, mais dans la rue, parce que OK. à chaque fois qu'on va dans la rue, on ramène des bénévoles. Ouais. Et déjà là, on vit des choses extraordinaires. Donc en fait, on projette tout simplement ce que l'on vit déjà au village. D'accord. Mmh. Donc sans difficulté. Donc la cantine, c'est un espace incroyable pour accompagner les enfants. C'est fou et c'est là que c'est bien de montrer l'image parce que moi j'ai été, j'ai été vraiment interpellé par, ouais c'est un centre, un village, vraiment le mot village est très juste, hein et quand on donc les bâtiments scolaires ceux-là donc que tu évoquais à l'instant ça vient de démarrer quoi? Ouais, on vient de démarrer parce que il faut. C'est un bâtiment stratégique. Parce que c'est celui qui va accueillir les premiers panneaux solaires pour que l'on ait l'électricité, parce que comme je l'ai expliqué, on n'a pas l'eau ni l'électricité, on est complètement dehors en zone de brousse, on a 40 minutes de piste pour atteindre le village, et donc c'est important. Et en même temps, c'est la clé du village pour ce que je viens d'expliquer, ça fait vraiment partie de la vision pédagogique du village. Donc c'est très important de commencer déjà par la maternelle, puis après de continuer petit à petit parce qu'il va falloir lever les fonds pour avancer et construire au fur et à mesure ces 20 salles de classe. On ne va pas pouvoir les construire tout de suite maintenant, mais on commence, on débute. Ouais. Et petit à petit, on y va. Il y a quelqu'un qui nous a offert, avant de partir, 1 000 €. Ça représente 25 000 briques à Madagascar. OK. Donc je lui ai dit, j'achète 25 000 briques avec ce que tu me donnes. Et je lui ai tout de suite envoyé la photo. Et ça, pour moi, c'est concret pour lui et on avance comme ça. C'est comme puisqu'on l'a pas précisé mais tout le modèle économique, si on peut dire ça comme ça, C'est ça. c'est pas le bon mot, je crois. Si, c'est Ah OK, ouais. ça, c'est exactement ça. C'est des donateurs, pour Ouais. l'instant. Un jour, j'aimerais bien avoir des modèles économiques, solidaires et sociaux, mais pour ça, il faut d'abord que l'on ait assis le village, et puis ensuite, on pourra travailler sur autre chose. Ouais, OK. Voilà. Donc bon, c'est intéressant de savoir qu'un don effectif, si tu veux, tu peux passer à la photo suivante. Le dispensaire. On y voit le dispensaire. Ça te fait quoi là de voir les images? Bon, toi, tu les connais très bien, Alors, ces images. cette image-là, elle est tout spécialement dédiée à mes parents, parce OK. que c'est mon père qui nous a construit le dispensaire. OK. Oui. Papa, il m'a dit, avec maman bien sûr, je vais vous encourager les enfants. Mmh. Donc il a trouvé une fondation qui a accepté de financer le dispensaire. Waouh. Et donc il a donné, c'est un peu comme un aboutissement, je pense, pour lui. Il commence à être âgé, je ne sais pas s'il aura d'autres chantiers après, et on a construit ensemble un lieu extraordinaire. Alors, vous voyez, il y a un siège dentaire. On a récupéré ce siège dentaire au fin fond de la France. On l'a ramené en container avec toutes des histoires incroyables. Et puis, c'est un monsieur de Dijon qui est installateur de cabinets dentaires qui a décidé de venir un coup à Madagascar. 5 jours, il est venu l'installer. Et quand il est arrivé dans le dispensaire, alors que ça fait des années qu'il fait de l'humanitaire comme ça, il a dit j'ai jamais vu ça. Parce que c'est digne, c'est grand, c'est propre. C'est pas du béton ciré au sol pour que ça coûte moins cher, c'est du carrelage. Il y a un laboratoire dentaire, il y a une radio au milieu de la brousse. Euh, et en fait, les gens sont honorés de venir là. Et dans le dispensaire que mon papa a déjà, un jour, il y a quelqu'un qui veut voir mon papa. Il demande à des gens sur le bord de la route s'ils connaissent où est le dispensaire du pasteur Eric. Et la dame lui répond ce sont des gens très bien. C'est là-bas. C'est pas mal pour la direction. Bah oui. Donc quand les Malgaches vous disent ça, c'est qu'on a gagné le cœur des gens et cette relation, elle est précieuse. On a aussi des retours qui nous disent qu'on respecte les gens quand ils viennent. Ils sont respectés. Et ce mot, il est important. Donc je suis très content d'avoir ce dispensaire et que l'on ait pu le faire en famille. Ça aussi, c'est des super témoignages disant que quand une famille se met en route, on arrive à faire et à vivre des miracles extraordinaires, quoi. Ouais, OK. Peut-être on peut voir une autre photo. C'est là, en principe, tu as les maisons d'enfants. Les maisons d'enfants, ouais. Ouais, mmh. Alors, dans ces maisons d'enfants, si vous voyez, vous avez le rang à gauche, à droite, et tout au fond, vous avez une porte. Et j'aimerais vraiment parler de cette petite porte. Il y a un petit arrondi en pierre, là, on le voit. C'est la porte de la liberté qu'on a fait juste au fond des maisons. Ça, cette porte de la liberté, elle fait référence à une autre porte que Séverine a vue quand elle a été au Bénin, je crois. Elle est sur la plage. Et c'est la porte du non-retour. Est-ce que tu connais ? Non, mais ça fait un peu peur. Eh bien, justement, c'est un endroit assez terrible dans le monde parce OK. que c'est par cette porte que tous les esclaves montaient dans les bateaux de négriers et ne revenaient jamais en Afrique. OK, d'accord. Et quand elle m'a raconté cette histoire, je me suis dit, mais non, mais attends, mais c'est terrible ce lieu. Il y a des lieux comme ça dans le monde qui sont terribles, qui sont symboles
de l'horrible chose que l'homme peut faire. Et je me suis dit, ben moi, je vais faire la porte de la liberté dans le village pour montrer que les enfants, il y a un avant et un après. Et donc, on a créé cette porte de liberté au milieu des deux places de maisons d'enfants, parce que c'est symbolique et ça rappelle des choses. Alors, on est content, chaque maison va pouvoir accueillir entre 8 et 10 enfants. Là, il y a donc 8 maisons d'enfants. Ça fait déjà 80 places d'accueil qui sont là. On aimerait construire 2 fois ce que vous voyez, pour essayer d'obtenir 250 places d'enfants. Et on a également la pouponnière qui est finie, qui a 30 places d'accueil de bébés de 0 à 3 ans. Et donc, avant de partir, on a réussi à finir la pose des toits. Donc, tout est couvert et les maisons de droite sont déjà terminées. Portes, fenêtres, tout est posé. Et d'ici fin août, les 8 maisons d'enfants seront toutes achevées. Ouais. Et un jour avant de partir, il y a quelqu'un qui nous a offert les lits pour les 4 premières maisons d'enfants. Lit total, hein, donc les lits simples, les lits doubles, les têtes d'oreiller, les matelas, la totale. Et puis c'est vrai que moi j'étais choqué même de ce que tu vois, les images de l'intérieur. Oui. Où je me suis dit, mais waouh, mais le carrelage il est bien mieux fait que chez moi à la maison. Parce que j'ai posé mon carrelage et j'ai raté pas mal de choses. Et je me suis dit, en fait, je ne m'attendais pas à une telle dimension. Oui. Je savais que c'était quelque chose que tu portais avec ta famille, etc. Donc je m'attendais à quelque chose de plus modeste en dimensionnement. Oui. Et en me disant, je ne me suis pas dit, tiens, c'est mieux, c'est gros. Je me suis dit, waouh, c'est gros. Je ne m'attendais pas à aussi gros. Alors, il y a beaucoup de gens qui sont, en effet, quand ils arrivent, c'est tout le monde. Hein. On n'a pas eu de retour. À chaque fois, les gens ils disent, quand ils arrivent, qu'ils passent le portail, ils se disent, on ne pensait pas que c'était si grand. Le terrain, déjà, est très grand. Et après, les constructions le sont aussi. Mais tout ça, c'est dans la vision de dignité. Je ne souhaitais pas que les enfants soient, entre parenthèses, parqués dans un orphelinat. Le plus qu'il y a, le mieux c'est, parce que ce ne sera pas qualitatif. Et en fait, c'est ce que j'explique aussi à tout le monde. Faire beau, ça coûte pas cher. Hein. À Madagascar, on est très très fort pour faire tout ce qui est maçonnerie. Ça vraiment bien faire. Et en fait, faire juste des finitions propres, ça coûte quasiment le même prix que pas les faire. Donc en fait, je dis juste, ça prend un peu plus de temps. Alors on y va. Et on fait des choses dignes pour qu'il y ait ça. Parce que la vision, c'est que si un enfant grandit dans un univers, un environnement, il ne voudra certainement pas redescendre de niveau. Donc plus on emmène un enfant loin, plus on l'élève, je pense, moins il aura envie de redescendre de ce critère. Et ça, c'est important parce que du coup, il aura des aspirations, il aura des rêves d'une vie loin des misères de la rue. Et ça, c'est super important. Ouais, c'est top. Financement de tout ça, tu l'as dit avant, donc des particuliers. Concrètement, on entend là notre dialogue, on entend ce que tu dis, on a envie de donner ou de participer ou de venir sur place. Est-ce que tout ça c'est possible? C'est quoi? C'est le site internet 2400 sourires. Moi j'ai tapé 2400 sourires, je suis arrivé sur ton site. Oui, c'est ça. Ouais. Oui, le principal c'est... Il y a 2 choses. Aujourd'hui, on a 2 besoins principaux. Le premier, c'est le besoin humain. On a besoin de gens qui viennent nous accompagner sur ce projet parce qu'on va avoir besoin d'un doyen. 20 salles de classe à gérer, c'est un doyen parce que c'est un établissement scolaire à gérer, totalement, de A à Z. On a besoin d'agriculteurs parce qu'on a 2 hectares de terrain à utiliser pour essayer d'alimenter le maximum la cantine et réduire au maximum la facture alimentaire. Un petit calcul rapide, 250 enfants, c'est 750 repas par jour, c'est 24 000 repas par mois. Donc il faut essayer de réduire la facture en essayant de tirer le maximum du jardin. Et d'autres corps de métier comme ça. On n'a pas besoin d'avoir de compétences pour partir en mission, on a juste besoin d'avoir un cœur de quelqu'un qui est adaptable et qui est partant. Justement, j'allais te dire, c'était quoi ton métier? Moi, mon métier, j'étais éducateur médico-sportif et puis après gestionnaire de projets de santé. Ok. Et Séverine, elle est spécialisée dans la surdité en accompagnant les élèves en université et puis école à traduire les cours en LPC, langue des signes, ça dépendait de ce qu'elle faisait. Ok, et alors aujourd'hui, c'est quoi ton métier? Mon métier aujourd'hui, c'est d'être gestionnaire de ce programme, ouais. De gérer les équipes, mais je suis multicasquette, quoi. Donc je ne connaissais pas le métier du BTP plus que ça, j'avais retapé ma maison, mais voilà, donc là j'apprends plein de choses, je suis conseiller, puis quand j'ai les lunes limites, Dieu envoie un miracle, à chaque fois. Et puis Séverine, c'est pareil, elle fait exactement la même chose, plein de choses qu'elle ne faisait pas avant, mais on essaye d'avancer. Tu t'es jamais dit,
Voilà, mais ça, je sais pas faire en fait. Comment... Bah, je pense qu'il faut pas partir comme ça quand Dieu Ok. t'appelle quelque part. Il faut essayer de se laisser guider par, encore une fois, la foi et de se dire, mais si Dieu t'envoie quelque part, si tu comprends pas le cœur de Dieu, Dieu il va jamais t'envoyer dans un cul-de-sac. Ou alors s'il t'envoie dans un cul-de-sac, c'est pour défoncer le mur qui est en face. Ou que quelqu'un te construise une échelle. Mm. Et puis, bah, s'il y a des gens aussi qui veulent nous aider financièrement, c'est possible, il faut aller sur le site internet. Parce qu'on préfère que ce soit des petits gens qui nous aident plutôt que des grosses sociétés. Parce qu'une grosse société, un jour, peut se retirer du jour au lendemain et faire beaucoup de mal. Alors que les petits gens, ce que dit petits gens, c'est des gens, des Particulier, familles, quoi. Ouais, ouais. Et ben en fait, ils aident. Et le fait que c'est une histoire de famille en face, ça fait beaucoup de sens aux gens. Ouais. Une histoire de famille avec 3 enfants qui sont partis. C'est pas un gros truc, c'est très familial. On essaie d'avoir une communication qui reste familiale, avec des hauts, des bas. On peut pas être les meilleurs du monde, on reste une famille. Et, ben ça fait beaucoup de sens. Et voilà, donc les gens nous donnent en général 20 € par mois. Et puis ça aide à avancer comme ça. 20 €, ça fait 2 sacs de ciment, ça fait une centaine de briques, et c'est comme ça qu'on avance. Et on est très fiers de le faire comme ça. Ouais. Et puis donc une solution, parce que je suis allé voir ton site, 2400 sourires, enfin le site du projet, Oui. et effectivement c'est bien fait, c'est bien expliqué. Et puis ça explique aussi qu'on peut soutenir le village, c'est ça qui est proposé. On soutient ça. le village dans son intégralité. Exact. Et à terme, d'ici l'ouverture, l'ensemble des enfants dans leur intégralité, c'est tout le projet qui est soutenu par ceux qui voudront s'engager. Bah, auprès c'est de vous. toujours cette vision globale, parce qu'on ne voulait pas faire de parrainage d'enfants, ça nous semblait trop compliqué à gérer. Donc on s'est dit, c'est mieux pour les gens de soutenir le projet global, et puis d'être dans cette aventure, Ouais. dans tout. Donc Les on emmener un essaie. peu avec vous, quoi. Ouais, c'est ça, dans les vidéos, on les plonge dans ce qu'on fait dans le quotidien. On a le drone, on a des caméras, on a des belles prises de vue. Et puis, on essaye de transmettre les bons moments, la difficulté, la notion d'engagement. Voilà, parce que ça parle aux gens. Ouais, ouais. On peut peut-être montrer la photo suivante. Tu l'as évoqué tout à l'heure, le côté... parce que si tu tapes Madagascar sur Google, tu vas trouver des photos magnifiques. Oui, oui, Voilà. Donc, certes, bon, c'est très pauvre, on va aussi le comprendre assez vite, avec la googlisation, tout ça. oui, Mais tu l'as évoqué, il y a quand même un gros problème de déforestation. oui. Et du coup, toi, enfin, avec 2400 sourires, il y a un programme pour planter des arbres. Oui, de reboisement. Ouais. En fait, c'est un constat global. On s'est dit, bon, allez, on ouvre un village ici, en plein milieu d'un vallon. Il n'y a plus de forêt, peut-être sur 120 km de rayon. Waouh! Donc, en fait, je me dis tout de suite, on va avoir un problème d'eau. Là, il y a peut-être encore de l'eau dans les nappes phréatiques, dans le puits. Il y a la saison des pluies, mais en dehors de la saison des pluies, les sécheresses sont de plus en plus fortes et il n'y a plus rien. Donc on s'est dit, il faut que l'on essaye de changer les choses. Alors par exemple, la première année, on a planté 90 000 arbres. La deuxième année, on en a planté 110 000. Et cette année, on en a planté 350 000 en une année. 305. Mais Ouais. t'as combien de personnes qui... parce que j'imagine que t'as des locaux, du coup, qui sont... Ouais, on recrutés pour travaille faire ça. avec un village totalement. On recrute tout le village et on a un super échange avec eux. Et on a changé aussi notre manière de travailler. Au départ, on a fait comme on le voit à la photo, c'est une pouponnière d'arbres, donc c'est des plates-bandes. Chaque plate-bande, il y a à peu près 5000 arbres, à peu près, ou 2500, ça dépend de l'essence et de la taille du godet. Et après, on doit les remonter sur une montagne. Ça, c'est la petite image que vous voyez en noir et blanc, où là, on est en train de descendre. Et en fait, ça, c'était la partie la plus difficile, parce qu'on a 4 km de marche avec un dénivelé de 600 mètres, très rude. Et tous ceux que l'on amène, ils sont vraiment le souffle coupé au-dessus, parce que ça monte, mais vraiment très sévère. Et ça nous limitait parce qu'on pouvait faire que 4 allers-retours par jour, ce qui est énorme, du moins, il faut imaginer. Et là, je me suis dit, il faudrait que les gens comprennent combien c'est difficile de faire revenir une forêt. Le problème dans tout ce reboisement, c'est les cultures locales. La culture de la population locale, elle est coincée dans des croyances qui limitent énormément le succès du reboisement. Il y a beaucoup de feux de forêt. Là, cette année, on a perdu 100 hectares par un feu de forêt qui a tout ravagé, une grande partie du reboisement qu'on a fait. Donc on doit toujours avoir de la résilience et se dire c'est pas grave, on replante direct derrière.
Et en faisant évoluer les choses comme ça, je suis sûr qu'on arrivera à un changement. Euh, Est-ce que la population un jour arrivera à s'orienter dessus? Ben, les pauvres, est-ce que c'est important de s'occuper du reboisement ou de nourrir sa famille? Il faut faire des choix de vie et si j'étais à leur place, je ferais un choix rapide. Ce ne sera pas l'arbre. Donc je les comprends. Je vis avec eux. Donc si on peut les encourager et puis essayer de faire les choses ensemble, c'est très bien. Mais l'idée, c'est de changer un peu, en tout cas, l'environnement dans lequel on est et de recréer des forêts. Donc voilà, maintenant, on ne fait plus trop en godet, on va continuer à en avoir, mais pas comme ça. Maintenant, on fait de la germination et puis de semi-direct, avec des essences qui sont très dures et résistantes par rapport à la sécheresse. Et puis, ben, on a des résultats en 5 ans avec des arbres qui vont atteindre 1,20 m, 1,50 m rapidement. Et puis, créer de l'ombre, de l'humidité dans le sol. Et à partir de là, c'est reparti. Voilà. Ouais, c'est fou. Et là aussi, c'est des volumes qui sont Ouais. enfin, encore une fois, c'est même pas pour te jeter des fleurs, parce que c'est pas mieux ou moins bien que si ça avait été plus modeste. Mais sincèrement, avec un projet qui est familial, tu l'as dit Oui. quand même, et c'est même comme ça que tu définis le projet, c'est très chouette. Je suis choqué de l'ampleur là, pour les arbres, du nombre d'arbres qui sont plantés. Ouais. Quoi. Donc, on est content de le faire, content de le vivre, content aussi de bénir cette population qui, des fois, comprend pas ce qu'on fait, mais qui sera au bénéfice de retrouver du bois, de la forêt, et voilà. Ouais. Donc, on va regarder la dernière photo, c'est ta famille. Ouais. Voilà, donc on entendait parler de ta femme, on la voit, de tes 2 enfants, qui vivent l'aventure avec toi. Oui. Ça va, c'est encore là, là c'est une photo, sauf erreur, de distribution alimentaire. Hein. Ça a été c'est une photo qui date d'une semaine, même pas une semaine avant qu'on rentre. Donc là, elle a quelques jours. D'accord, donc c'est tout frais. Oui. Donc ils vivent manque le dernier, ils vivent l'aventure solidaire, Oui. vraiment avec vous, quoi. Ouais, si vous regardez des vidéos que l'on fait qui présentent un peu notre travail, bah, vous verrez les enfants avec les enfants. Donc les enfants, ils viennent avec nous dans la rue, ils participent au programme, ils sont avec les enfants. Notre petite, elle prend les bébés avec elle. Ils essayent de faire comme ils peuvent avec ce qu'ils sont, voilà, on les encourage, on les laisse avec qui ils sont. Des fois, ils comprennent pas, des fois, ils sont rejetés, parce qu'il y a quand même un peu de racisme aussi dans le pays. Et on les encourage. Voilà, on les aime, ils sont incroyables, ils sont formidables. Et on est ravis de vivre ça en famille. Et je ne mettrai jamais un fardeau sur mes enfants pour qu'ils reprennent ce qu'on fait. Jamais, jamais. Mon père, c'est pareil, je ne reprends pas sa mission. Il a sa mission, actuellement, je ne reprends pas sa mission. Parce que ce n'est pas ce que Dieu m'a demandé et ce n'est pas lui aussi qui va me mettre ce fardeau-là. On doit toujours être vraiment vrai avec notre famille et c'est Dieu qui appelle les gens à des vocations. C'est pas le père qui appelle le fils. Hein. Ok. Ouais, c'est important. Alors écoute, garde ce sujet-là parce que j'avais encore quelques petites questions un peu plus personnelles là, pour le coup, pour conclure ce moment. Puisque donc, tu l'as dit, de tes 12 ans à tes 20 ans, tu es à Madagascar et là, tu es aux côtés de tes parents qui sont eux-mêmes missionnaires sur place, qui sont restés sur place tout ce temps. Et aujourd'hui, tu fais un choix de vie avec ton épouse, ta famille, mais qui ressemble à celui de tes parents, c'est assez cocasse. Mais avant de faire ce choix de vie, est-ce que tu comprenais le choix de tes parents, de t'avoir emmené, de t'avoir fait vivre de tes 12 ans à tes 20 ans à Madagascar, au milieu de ce contexte où je pense pas qu'il y avait... peut-être que toi, tu étais dans un village où il y avait justement des expats, des blancs autour de toi, où je pense que tu étais le seul avec la peau blanche. Donc tu te sentais étranger d'une certaine manière. Est-ce que tu comprenais ça? Ouais, en fait, je pense qu'on a tous, moi et ma sœur, on a 2 expériences d'enfants de missionnaires différents. Ok. On a tous la manière de vivre les choses et je le vois aussi chez les autres enfants de missionnaires qui ont vécu plus ou moins bien leur vie. Parce que c'est pas facile, hein, le choix d'une vie de missionnaire, c'est vraiment une vie d'engagé. Vous perdez tout. Vous perdez tout. Le Noël, on est tout seul. Il y a des moments où les gens vous parlent vous parlent de leur vie en France. Puis tu as juste envie de le vivre ce moment-là, tu vois. Parce que c'est loin, c'est dur, voilà. Donc, moi, j'ai toujours aimé Dieu depuis tout petit. C'est ça qui m'a fait aimer le travail de mes parents. Parce que depuis tout petit, je me suis accroché à l'âge de 6 ans
à suivre Dieu. J'ai fait une lettre d'engagement que j'ai demandé de rédiger à ma mère un soir. Je lui ai dit, maman, il faut que tu rédiges une lettre. Je veux donner ma vie à Dieu et je veux que ce soit un contrat, je veux que ce soit marqué. J'ai toujours cette lettre dans ma Bible Déjà aujourd'hui. gestionnaire à l'époque? Ouais, je sais pas, mais je voulais que ce soit marqué pour pas que ça s'envole. Ok. Et Tu as toujours cette lettre? ouais, j'ai toujours cette lettre dans ma Bible, ouais. Ok. Ouais, ouais. Ah, c'est très sérieux. Et je pense que cet engagement m'a protégé d'énormément de choses. Un témoignage que je donne, j'ai jamais pris de drogue, jamais regardé de film porno, j'ai connu qu'une femme. Ça m'a gardé. Et je suis très fier de pouvoir témoigner de ça, en toute humilité, parce que ça ne veut pas dire que j'ai pas eu de tentation et que j'ai pas dû gérer des choses, mais j'ai été gardé. Et ça, c'est la force de Dieu qui m'a gardé. Et c'est cette force-là aussi qui m'a donné l'envie d'aider mes parents. Après, j'ai été plongé dans une adolescence qui était peut-être pas facile parce que mes parents, vie de missionnaire, c'est vraiment une vie difficile, surtout à leur époque. Et j'ai été plongé dans des choses où j'ai aidé mes parents, j'ai géré mes parents, je les ai appuyés alors que j'étais qu'un enfant et j'ai fait des choses où j'aurais jamais dû vivre ce que j'ai vécu parce qu'un enfant projeté ou même un ado projeté dans cette vie-là, c'était pas mon rôle. Mais je l'ai fait parce qu'il y avait personne d'autre. Et j'ai un lien très fort avec mes parents aujourd'hui. Je me sens responsable de beaucoup de choses qui est peut-être pas toujours, tu vois, si je parlais à un psy, j'y dirais peut-être, c'est peut-être trop parce que je les ai soutenus quand ils étaient tout seuls. Et ça nous a marqué, ça nous a brisé sur certaines choses. Et je me sens toujours responsable de mes parents aujourd'hui, tu vois. Quand ils ont un moment de bas, c'est moi qui essaye de trouver des solutions. Puis je m'engage vraiment. Ma femme, des fois, elle me dit arrête. Mais voilà, j'ai aimé cette vie. Elle était parfois et souvent même difficile. Je la regrette pas avec le recul. J'y retournerai pas si on me demandait est-ce que tu y retournes. Mais le bénéfice est que j'aime Jésus. Je sais ce que c'est d'une vie engagée, je sais ce que c'est vivre l'engagement et je souhaite que mes enfants puissent avoir ce cœur-là, peut-être moins difficilement appris que ce que j'ai eu, mais c'est une vie qui a tout son sens. Puis aujourd'hui, on se bat pour des enfants qui n'ont rien demandé et puis qui vivent l'enfer sur Terre. Donc, tu vois, il y a quelques semaines, il y a un an, jour pour jour. Mais c'est quand même c'est rigolo que tu dises que si on me demandait, je revivrais pas cette enfance-là. Mmh. Et finalement, le choix de vie appelé Oui. que tu vis, mais que tu as saisi, Oui. et on est responsable de ce qu'on saisit aussi, hein, c'est ce choix de vie-là. Oui. C'est cocasse quand même. Bah oui, mais parce que j'ai dit à Jésus depuis tout petit que je voulais faire ce qu'il voulait. Je devais être rugbyman professionnel et au moment de signer Oui. le contrat, le Seigneur me dit non. À Marseille, hein. Ouais, Ouais. avec Aix-en-Provence. Et je me dis, mais un combat de dingue pendant 5 jours dans ma chambre universitaire, je me bats contre moi-même en disant, mais le rugby, c'est tout ce que j'ai réussi à faire, à être bon, j'ai une percée. Et il me dit, je t'aime, tu choisis ce que tu veux, mais je t'invite à autre chose. Et j'ai fait toujours ces choix de vie forts et c'était dur de faire ces choix de vie parce qu'en plus, là, c'est vraiment où tu quittes ce que tu aimes faire, quoi. Pour des choses extraordinaires. Et c'est avec le recul. Et tu vois, un exemple dingue, c'est que j'ai fait ça, ce choix-là, en 2007, d'arrêter le rugby, 2008, septembre 2008. Et l'année dernière, j'ai reçu l'équipe de France de rugby à Madagascar. Ils sont tous venus, les anciens, ils ont une ONG qui s'appelle Rugby French Flair. Et ils sont tous venus, je les ai amenés avec moi dans la rue avec les enfants. Et ils ont pleuré. Et il y en a un qui s'est retourné avec son bon accent sudiste. Il m'a dit, oh, mais Romain, c'est un sacerdoce ta vie. et je lui dis, c'est rigolo que ce soit toi qui me dises ça. Tu vois, c'est un terme plutôt biblique, ce truc-là. Et c'est le rugby qui vient à moi. Et Gabin Villière, qui est aujourd'hui parrain de l'association, joueur de l'équipe de France, qui joue au RC Toulon, il m'a envoyé un message ce matin même en me disant, je viens cette année. Donc, vous voyez, on me paye pour Dieu. Dieu nous fait des clins d'œil, c'est un Dieu d'amour. Mais je parle d'un choix qui a bientôt 20 ans. Ouais. Donc, pendant 20 ans, tu vois pas. Et j'aime ces anecdotes parce que c'est ça, la vie avec Dieu. C'est vraiment ça. Le Père est un bon Père et il nous aide. Alors, il y a des moments durs, très durs. Mais comme on a décidé d'aimer Dieu et de faire ce qu'il veut, quand il nous dit quelque chose, on y va. Alors oui, mes enfants, je voulais peut-être pas retourner à Madagascar parce que c'est un pays difficile, mais Dieu me dit, donc je fais. Et c'est ce que j'aimerais vraiment dire aux gens qui nous écoutent. Peut-être que ça fait 10 ou 15 ans que Dieu t'appelle,
Et tu as des craintes, tu as des peurs. Et si ce que je te dis là, ça te fait écho, si dans ton ventre, en général, quand je parle, les gens ils me disent: «Ah, dans mon ventre, il y a un truc qui se passe». Ben ça, c'est le Saint-Esprit, c'est pas les émotions, c'est le Saint-Esprit qui avait forcément un appel pour ta vie. Mais alors, vas-y, reste pas juste, j'ai écouté un super témoignage. Tu peux très bien regarder Légende sur YouTube pour ça, tu vois. Mais fais quelque chose, change quelque chose, engage-toi quelque part. T'es pas obligé de partir à l'autre bout du monde. Tu peux t'engager dans une assoce qui existe déjà, qui sont en galère de personnel parce qu'il n'y a pas de volontaires. Fais-le, mais engagez-vous dans la durée. Il faut une vision durable du temps, un don de vie. Dieu nous le rappelle dans les Épîtres de Pierre, que l'essence de l'évangile, c'est servir les pauvres. L'évangile pur, c'est servir les pauvres, l'orphelin, l'étranger. Mais qu'est-ce qu'on fait? Et même, il y a un moment, c'est le détenu. Où on est envers ces trois publics, Dieu nous dit que c'est eux. Souvent, on est dans notre église, fermé dans notre église, on est perdu là-dedans. Il faut servir l'église, mais il faut aller rejoindre ces gens qui sont perdus. Et c'est ce qui devrait nous faire vibrer. Ok, bah écoute, merci pour cet encouragement que tu portes, et je pense qu'il va toucher. Romain, c'était vraiment très très plaisant de discuter avec toi. On sent que des anecdotes, il y en a toute une série. Ouais. On sent qu'on aurait pu en ouvrir beaucoup encore. On a été inspiré en tout cas par tout ce que tu dégages, tout ce que tu portes. Et c'est un peu l'objectif de ce moment qu'on vit ensemble. C'est d'écouter, de se laisser interpeller là où on est chacun. Oui. Et à notre niveau, tout est spécifique à chaque fois, et c'est ça qui est beau. Nous mettre en mouvement peut-être, ou être encouragé à nous mettre en mouvement. Je pense que ça, tu as bien porté le message. Merci. Un grand merci, Romain. 2400 sourires pour ceux qui voudront justement soutenir ou alors suivre tout simplement sur les réseaux ou sur le site web. C'est bien fait. Tu fais des efforts vraiment. Moi qui fais un peu de communication, je le dis, donc c'est appréciable parce que ça permet vraiment de vraiment se connecter à la bonne heure si on utilise les outils qu'on a aujourd'hui. Exactement. Pour aider à la connexion. Donc merci pour tout ce qui est fait, et très belle suite à toi, et puis au plaisir de te revoir ici pour avoir des nouvelles d'ici quelques temps. Merci beaucoup. À bientôt.